Elle a été décidée avec M. Bob Ballard et son équipe. M. Bob Ballard est un éminent géologue de Walsall Institution aux États-Unis. Et avec M. Bob Ballard, comme avec cette institution d'ailleurs, nous avons une très longue tradition de coopération scientifique et technologique qui s'est toujours déroulée dans les meilleures conditions. Nous avons donc décidé en septembre 83 de tenter cette recherche du Titanic, qui, comme vous le savez, avait déjà été essayée par pas mal d'équipes dans le passé et qui n'avait pas pu aboutir. Pourquoi nous l'avons fait? Parce que aux États-Unis comme en France, nous disposons depuis relativement peu de temps, je dirais presque depuis quelques mois, depuis un an, et nous allons disposer dans l'avenir nous devions disposer du sous-marin Nautile qui prolonge à 6000 mètres, et donc nous nous sommes dit nous avons des moyens très performants sur le plan technologique qui sont capables d'opérer jusqu'à 6000 mètres, nous faisons du tout 6000 mètres si je peux dire, et il est intéressant de faire un peu une démonstration. Donc notre objectif là-dedans, si vous voulez, était d'une part de qualifier nos moyens, parce que c'était une façon particulièrement difficile dans un environnement géographique qui vous sera présenté de les qualifier et donc de les démontrer, d'en démontrer la capacité opérationnelle. Et puis notre deuxième idée, c'était un peu de valoriser au niveau du grand public ce que sont ces moyens et de visualiser en quelque sorte les progrès technologiques qui ont été faits dans ce domaine. Je crois que c'est plus facile de le faire, l'expérience nous a démontré que c'était vrai sur un sujet un petit peu inhabituel que sur des sujets plus scientifiques qui ont pourtant évidemment une très grande valeur par eux-mêmes. Pas du tout d'une expérience à caractère scientifique, donc il faut que nous nous organisions pour essayer financièrement d'en amortir les coûts et éventuellement d'en retirer quelques bénéfices. Voilà donc quels étaient nos objectifs lorsque nous avons décidé cette opération. Alors cette opération était prévue bien entendu en plusieurs étapes, puisque, comme je le disais, elle a commencé en septembre 83. En 83 et 84, nous avons eu deux étapes importantes. Une première étape, je dirais, de recherche historique, qui vous sera expliquée aussi, qui a permis de définir, à partir de tous les documents dont nous disposions, la zone probable où se trouvait l'épave du Titanic. Une deuxième étape a été une étape de recherche opérationnelle que nous avons sous-traitée à une société française et qui a permis de définir la stratégie de recherche sur cette zone et de définir l'utilisation des moyens qui seraient utilisés pour rechercher et découvrir l'épave. Il est prévu, et nous avons prévu depuis le départ, dans l'hypothèse où ce qui a été le cas cette année où nous trouvions l'épave, de poursuivre l'année prochaine par une campagne de plongée avec deux sous-marins, le sous-marin français Nautile et le sous-marin américain Alvin. Alors les détails, si je peux dire, et l'organisation de cette mission n'ont bien entendu pas été définis, puisque une étape indispensable était de trouver l'épave et que cette étape n'était quand même pas absolument assurée du succès. C'est comment nous avons organisé notre association avec nos partenaires américains. Comme je disais tout à l'heure, nous souhaitions quand même... Les deux. Allez-y, puis on... Lardo, vous êtes prêt? Vous prenez ma place, peut-être mieux que je change de place. Grossièrement parallèle. Alors, Lardo, vous pouvez pas mettre Bon, tant pis, on ne peut pas mettre le transparent. Ce transparent représentait un losange de 20 km de côté avec les tracés. Alors les tracés sont des trajets parallèles à un côté du losange. Quand on a fini un trajet, on en refait un autre, de façon que les zones couvertes par les appareils soient rigoureusement jointives et qu'il n'y ait donc pas de trou. Le SAR, dont j'ai déjà parlé tout à l'heure, dernier cri de la technologie française et de la technologie mondiale, il a une résolution de 1 mètre et une portée de 500 mètres de chaque côté. C'est-à-dire qu'il balaye une zone de 1 km de large. Vous laissez celle-là. À la vitesse de 2 nœuds, c'est-à-dire environ 4 km à l'heure. La position du SAR est communiquée au moyen de balises acoustiques. En passant sur le Titanic, le SAR avait donc une largeur, une image du fond
d'une largeur de 1 km à peu près. L'ardo, c'est pas la bonne image, vous la coupez, s'il vous plaît. Merci. À la fin, afin d'optimiser notre recherche. Bon, alors là, vous avez une image du SAR qui montre le véhicule avec deux rayons jaunes de chaque côté. Ces rayons jaunes représentent la partie de terrain insonifiée chaque seconde et le SAR, au cours de son déplacement tiré par le câble qui vient de la surface, déplace donc ces deux zones jaunes et donne sur un écran, sur un enregistreur à bord du navire, une vue en ombre chinoise, dont vous allez avoir un exemple sur une des photos suivantes, montrant le relief du fond, et en particulier la position de trous, la position de bosses, la position de corps étrangers, tels qu'épaves ou autres. Et pour laquelle l'IFREMER a fait le pari de la réussite, c'est grâce à la conjonction de plusieurs facteurs. D'abord, des équipes entraînées et dévouées que je ne remercierai jamais assez. Deuxièmement, des collègues américains avec qui nous avons eu une franche coopération, et ainsi que vous le montre cette photo. Troisièmement, une méthodologie rigoureuse. Et enfin, et bien sûr, un excellent équipement. Je vous remercie. Bien, alors Monsieur Michel. Ça a été un moment particulièrement intense que nous avons partagé, Bob Ballard et moi, ainsi que toutes les personnes présentes pour le quart et toutes celles qui nous ont rejoints ensuite dans le PC, extrêmement émus et qui nous ont presque fait oublier qu'il y avait dessous, à 4000 mètres, un engin qui travaillait et qui était proche de l'épave. Nous avons aussitôt décidé de remonter cet engin et de calmer nos esprits. Voilà donc l'image du bouilleur telle qu'elle est apparue sur le fond. C'est une image diffuse. Ça n'est pas d'une très bonne qualité, mais l'altitude au-dessus du fond est d'une vingtaine de mètres. Pour des spécialistes qui ont beaucoup travaillé sur le Titanic, on sait que c'est un bouilleur, qu'il fait 6 mètres de diamètre, qu'il fait 5 mètres de haut, que l'ensemble est riveté et que l'on voit à cet endroit-là l'entrée des fourneaux, les 3 fourneaux sur lesquels les bouilleurs, les opérateurs mettaient le charbon. Alors, cette image a été très fugitive, mais à partir du moment où on l'a vue, on était sûr, avec les moyens qu'on avait, de repérer l'épave et d'aller jusqu'au succès final. Voilà donc une des premières images télévisées. Notre méthode de travail, c'est de commencer par une image télévisée, de faire un premier survey général avec ce moyen, puis ensuite d'envoyer l'appareil qui sert à prendre les photos de détail et en couleur. Voilà une autre vue de l'épave. Il y a une partie de l'épave qui est relativement abîmée. La partie avant est intacte. Voilà la partie avant. On verra ça mieux ensuite sur nos images couleurs prises par l'Angus. Bon, ça c'est une vue du pont et de la passerelle. Voilà, et ça c'est une vue dynamique, c'est en temps réel, voilà ce qu'on voit pour piloter l'engin et pour faire notre travail. Ici nous sommes au-dessus de la passerelle et nous voyons les ponts inférieurs jusqu'à une dizaine de mètres en dessous, et à la partie en haut à gauche de l'écran, vous voyez le fond, le haut de la cale, où il y a une grue, la grue qu'on va voir apparaître, celle dont on a plusieurs images photos. Cette grue servait à mettre dans la cale la cargaison. Voilà, sur l'engin, on dispose aussi d'un système TV de détail qui permet donc de voir ici la partie du pont. Donc, on a effectué un travail de repérage extrêmement précis du site qui nous a permis de définir les conditions dans lesquelles l'épave reposait sur le fond.
Ces travaux ont duré 4 jours et ont été menés avec enthousiasme et une extrême rapidité. Il faut s'imaginer que conduire un engin avec 4000 mètres de câble et sur une épave qui est quand même relativement dangereuse, ça n'est pas une opération facile. Donc ça demande une préparation approfondie. Donc chaque manipulation faisait l'objet d'une conférence. Donc on a représenté sur un plan les différentes parties de l'épave et on a pu ainsi reconstituer la partie avant qui est relativement séparée, intacte, relativement intacte, puisque donc, quand elle est arrivée sur le fond, les ensembles se sont écrasés. Certains... Voilà, là donc on était tout à fait au début, on pensait que l'épave était en une seule pièce. Je peux avoir dans l'ordre... Bon, alors ça c'est la première photo du fond. Bon, nous avons rassemblé les photos de la zone de débris. Cette photo représente le pivot d'une grue qui était située sur la plage arrière du Titanic. Cette plage arrière est d'ailleurs en partie détruite. Je peux avoir la suivante, s'il te plaît. Bon, voilà un autre élément de grue qui repose maintenant sur le fond. Il s'agit de la partie supérieure, la potente, que vous voyez à droite. Il y a... Trop vite, je peux aller en arrière. Il y a une échelle qui repose près du fond, ainsi que pas mal de débris métalliques. Ces débris métalliques, d'ailleurs, sont les principaux débris métalliques que l'on rencontre, plus quelques morceaux de charbon qui sont sortis des soutes de la cale. Et ici, vous voyez le shotburn, qui était l'organe de commande du bateau. Je précise qu'il ne s'agit pas de l'organe de commande principal, mais de l'organe qui était situé à l'arrière du bâtiment et qui était là en secours. Comme je vous l'ai dit, nous avons donc nous avons signé un accord de partnership dans le cadre d'une partnership que nous avons appelée l'Étoile Blanche et qui est constituée entre l'Ifremer, c'est-à-dire nous, d'un côté, et la société américaine DOS, qui est une société donc dirigée par M. Ballard. Nous avions, bien entendu, en signant cet accord, eu l'assurance de M. Ballard que cette société privée américaine aurait la mise à disposition par l'US Navy du navire Nord et par Woodsall des moyens Argo et l'autre s'appelle Angus, qui ont été utilisés, comme vous l'avez vu, dans la deuxième phase de l'opération. Et cette partnership prévoyait donc, cet accord, plus ou moins, plutôt prévoyait que la totalité de la commercialisation des documents serait faite par la partnership et à travers, comme je l'ai dit tout à l'heure, des agences spécialisées. Tout s'est bien passé donc en ce qui concerne la partie française de l'expédition. Nous avons tenu nos engagements et en particulier aussi nos engagements de discrétion totale sur toutes les informations concernant la partie que nous avions directement en charge. Et lorsque l'épave a été trouvée pendant la deuxième partie, c'est-à-dire par le navire Nord, nous avons eu l'étonnement de constater que Woodsall, je crois que c'est Woodsall et peut-être aussi l'US Navy, sur ce point je ne suis pas tout à fait clair, je crois que c'est Woodsall que nous avons plus directement en face de nous, avec lequel je dois dire au passage, je tiens à le redire, nous avons une très très bonne entente habituellement, une très large coopération ancienne. Nous avons découvert que Woodsall semblait ne pas reconnaître la validité de l'accord signé par la société DOS et prenait la position suivante: les photos que vous avez vues ont été prises sur un bateau américain avec des moyens américains, ils nous appartiennent à nous, Woodsall, et étant une institution de caractère privé mais scientifique, nous en faisons une libre distribution. Alors, suspendent toute action judiciaire et souhaitent que nous entreprenions, que des négociations s'engagent entre
Woodsol, l'Ifremer et l'Étoile Blanche pour essayer de résoudre ce problème de façon amiable, ce que je souhaite évidemment. Donc si... Monsieur Sillard, est-ce que vous avez déjà vendu les droits? Alors nous avons vendu les droits à travers l'agence Alain Ayache pour la distribution sur l'Europe. Est-ce qu'on peut demander combien c'était vendu? Non, ça n'est pas du domaine public, disons. Hein. Bon, si vous voulez traiter sur ce sujet, c'est avec le distributeur qu'il faut le faire, bien entendu. Vous êtes le gouvernement français. Non, nous ne sommes pas le gouvernement, nous sommes un établissement public, industriel et commercial. Et s'il s'agissait d'une affaire scientifique, nous aurions eu une attitude tout à fait comparable à celle de Woodsol, c'est-à-dire que la diffusion des informations scientifiques que nous pouvons obtenir est ouverte à tout le monde. Par contre, dans une opération de ce type qui n'a aucun caractère scientifique et que nous avions décidé d'engager sur un plan commercial, nous avons la parfaite possibilité de le faire. Alors pour préciser, de francs. Alors, la position du bateau est tenue secrète parce que nous avons l'intention de continuer une opération l'année prochaine et que nous ne souhaitons pas que d'autres gens aillent draguer l'épave, par exemple, d'autant plus que ça pose des problèmes multiples, comme vous avez pu le voir, aussi bien au point de vue moral que de poursuite de la recherche. Monsieur Sillard, s'il vous plaît, monsieur Sillard. La caisse de l'Ifremer, comme dans les caisses de notre partenaire américain, une petite somme supplémentaire aux dépenses, mais ça n'est pas le but de l'opération. Est-ce que la vente des documents, est-ce que la vente... Here, has been chosen by Bob Ballard and me. We have chosen the best picture we have taken with our submersible.